Il est 17 heures. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à cet échange du CIEM. Le thème d'aujourd'hui sera sur la route, ce risque récurrent au quotidien. Excusez pour ce bruit très désagréable, on n'arrive pas à identifier d'où il vient. Mais comme on a le docteur Pébré avec nous, on est en mesure de s'attendre à tout. Soyez les bienvenus. Donc, je vais vous présenter nos intervenants. En premier lieu, il y aura Dr François Pébré, qui est notre médecin du travail du CIEMT. Bonjour François. Bonjour tout le monde. Nous avons aussi Zélia Chevalier, notre infirmière spécialisée en tout ce qui est produits addictifs et autres. Bonjour Zélia. Bonjour à tous. Nous avons avec nous Sandrine Lecomte, une grande experte de la route de Centaure Île-de-France. Bonjour Sandrine. On ne vous entend pas. Le micro est coupé, je pense. Rebonjour à tous. Bonjour Sandrine. Et pour finir, le plus beau, le plus dégarni, mais quand même le plus expert de nous tous, Olivier Covin, de Centaure Île-de-France. Bonjour Olivier. Oui, c'est une belle présentation. Merci. Alors, comme vous le savez, hein, on fait beaucoup de focus actuellement sur le tueur apparemment silencieux et qui s'appelle le SARS-CoV-2, mais on oublie un qui bat toutes les mesures. Il s'agit bien sûr du risque routier. En 2019, de mémoire, je crois qu'il y a eu plus de 53 000 victimes de la route, dont 26% en lien avec le travail. Une fois qu'on a dit ça, il faudrait peut-être regarder au plus près. Ce sera l'occasion pour nous d'échanger tout à l'heure, de revenir sur des sujets bien spécifiques, sur les points, sur les facteurs causaux et puis surtout sur tout ce qui est impact sur les individus, bien sûr, et puis sur les entreprises. Notamment, on a dénombré plus de 4 millions de journées de travail perdues. Donc, 4 millions de journées de travail perdues, c'est l'équivalent de 1600 salariés temps plein par an qui ne travaillent pas pour les entreprises ou qui se sont portés disparus. Alors, pour commencer, François, qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs? Est-ce qu'on peut faire un point justement sur l'évolution de l'accidentogène, du facteur causal de la route qui tue? Oui, on va faire un point statistique épidémiologique sur 2019 et on va commencer un petit peu à regarder 2020 puisqu'on a quelques chiffres qui commencent à sortir, même si ce n'est que progressif. Le premier point sur 2019, vous voyez qu'il y a eu 3244 décès sur la route, que ce soit pendant le travail ou hors travail, bien entendu. Alors là, c'est global. Vous voyez que malheureusement, ça stagne, hein, c'est plutôt flat, alors que les objectifs gouvernementaux sont plutôt sur des objectifs de réduction de 30, voire 50% de cette mortalité, et on en est loin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme vous pouvez le constater sur cette diapo, c'est l'ensemble des décès, c'est principalement la voiture de tourisme, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mais vous voyez que le véhicule utilitaire, le VU, représente quand même une certaine partie de ces accidents mortels, mais surtout, vous voyez qu'il y a les piétons et tout ce qui est deux roues, et notamment les motos, mais aussi le vélo et les vélos électriques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a de plus en plus l'utilisation du vélo, et on regardera tout à l'heure l'histoire du vélo, puisqu'il y a un plan gouvernemental 2021 qui devrait normalement, pour notamment les entreprises, favoriser l'utilisation du vélo pour aller et repartir au travail. Ici, vous voyez clairement en bas à droite que la problématique essentielle, c'est le vélo qui malheureusement augmente en termes de mortalité. C'est ce que je viens de vous dire. Si on utilise de plus en plus le vélo, quel que soit son électrique ou pas électrique, ou autre mode de fonctionnement, d'utilisation des deux roues, vous comprenez bien qu'on risque d'avoir une augmentation de la mortalité par des deux roues. Ça, c'est inquiétant. François, alors, on peut peut-être déjà demander à nos invités quels moyens ils utilisent pour aller travailler.
Eh Vous avez ben, sur votre allons-y pour côté sondage. droit, vous avez sur votre côté droit une possibilité de voter. Hein, voilà. Vous avez la question pour vous rendre au travail. Quel moyen de transport utilisez-vous? Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de transports en commun. Il y a la voiture en deuxième position, mais alors nous Oui. sommes en Île-de-France, il ne faut pas oublier. Oui, en fonction du secteur, je pense qu'il va y avoir plus de motos peut-être sur Paris que sur la province, et les transports en commun seront beaucoup plus utilisés sur intramuros Paris, évidemment. Vas-y, François, On continue. est à peu près à moitié-moitié voiture, transport en commun. Alors, c'est intéressant parce que là, on est sur l'Île-de-France, on n'est pas spécifiquement Paris intramuros. Donc, effectivement, alors, il faudrait vérifier ensuite les participants de quel secteur, de quel département d'Île-de-France chacun se situe, mais on est à peu près à du 50-50 entre voiture et transport en commun. Je suis étonné qu'il y ait zéro trottinette, puisqu'on en voit quand même beaucoup sur les routes le matin et le soir, enfin les rues plus précisément. Et il y a un petit peu de vélo. Donc, vous voyez que bon, ce n'est que représentatif de l'auditeur de ce soir, puisque vous êtes actuellement je ne sais pas combien de personnes d'ailleurs. Mais En sachant que sur le sondage, en sachant que sur le sondage, on n'a qu'une réponse possible. Hein. Donc, moi, par exemple, je roule en voiture et en moto. J'ai privilégié la réponse moto, mais je ne pourrais pas également dire que j'utilisais la voiture. Donc, ça peut oui, mais influencer. en majorité, c'est plutôt moto ou voiture que tu utilises? Dans mon cœur, c'est la moto, mais dans le Donc, pratique, tu c'est la voiture. as dû penser moto, donc. Mais je Exactement, rebondis ouais. sur la remarque de François. Effectivement, on voit arriver des moyens de transport alternatifs. Hein. On a des trottinettes, on a des monopodes, on a des vélos, on a aussi des patins à roulettes aussi, ou des planches. On voit de plus en plus de jeunes qui circulent avec leur planche, leur planche. C'est pour ça qu'on va faire un focus dans quelques temps sur ces nouveaux moyens de transport pour aller au travail, tout simplement. Donc là, je vous parlais des chiffres pour comparer 2020 par rapport à 2019, pardon. Ce qui est intéressant sur ce premier graphique, sur les accidents de la route, vous voyez que mars, avril, mai, suite au premier confinement qui était important, il y a bien entendu une diminution très forte, notamment en avril, des accidents par rapport à 2019, ce qui est tout à fait cohérent puisqu'on restait chez soi. En octobre et en novembre, la deuxième partie, le deuxième confinement partiel, on constate également en novembre qu'il y a une légère baisse des accidents, mais on pouvait malgré tout se déplacer pour aller travailler ou faire ses courses, etc. Donc, il y a un peu plus d'accidents. On n'a pas encore les chiffres de décembre. Et si on regarde le nombre de tués, vous voyez bien qu'on a le même phénomène du premier confinement en avril et octobre-novembre sur le deuxième confinement partiel. Et vous voyez que le nombre de décès est légèrement inférieur jusqu'à novembre par rapport à 2019, ce qui est assez cohérent par rapport à cette baisse de confinement. Donc, attendons le mois de décembre. Est-ce que la saisonnalité joue aussi ou pas, François? Oui, tout à fait. La preuve, sur ce graphe, on voit très bien la courbe bleue, justement, puisqu'Olivier adore la moto. Donc, ne prends pas la moto entre mars et octobre, puisque tu constates que c'est là où il y a le plus de décès sur la route, pour une raison simple, c'est qu'il fait beau, on prend plus facilement la moto, bien entendu, qu'un véhicule fermé ou son poids lourd pour aller se balader ou aller au travail. Par contre, ce que vous constatez à partir de septembre-octobre, ce qui est aussi logique, moins de motos, mais beaucoup plus de piétons. Ce qui est logique, puisque le soir, malheureusement, il fait nuit de plus en plus tôt. On ne voit pas forcément bien les choses et très souvent, malheureusement, les piétons meurent sur la route ou dans les rues, non pas dans les passages cloutés, mais en dehors des passages cloutés, dans les rues ou dans les grandes routes. Donc, attention, quand on est à pied, de faire très attention à soi et aux autres, évidemment, lorsqu'on veut marcher dans la rue, soit pour aller travailler ou pas travailler, bien entendu. Là, c'est une autre manière de voir les choses, toujours par rapport au vélo. Vous voyez que le vélo, la progression de l'utilisation est de plus en plus, et notamment par rapport au décès. Vous voyez que la progression, la première ligne entre 2010 et 2019, c'est plus 27% de décès, ce qui veut dire que, attention, c'est un moyen dangereux. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a la code de la route, il faut savoir se protéger, savoir se faire voir, bien entendu, sur la route. Ça, c'est fondamental et on va revenir dessus. Voilà les chiffres. Là, il y a 2019, 187 accidents mortels, ce qui est quand même pas négligeable sur l'ensemble des décès, les 3244. Et vous voyez que lorsqu'on est en vélo, on a 3 fois plus de risques par rapport à quelqu'un qui conduit sa voiture d'avoir un accident.
et d'être gravement blessés. C'est logique, nous n'avons pas l'habitacle de protection, nous n'avons pas de ceinture de sécurité et malheureusement, je dis bien malheureusement, très peu de cyclistes ont un casque. Il n'est pas obligatoire par le code de la route, malheureusement à partir de 12 ans. Il est que recommandé, ce qui est assez étonnant. François, on Oui. voit arriver justement le plan gouvernemental, mais et ces dernières années, on a vu exploser les vélos à assistance électrique. Est-ce qu'il Oui. y a un facteur de risque plus grand ou pas? Alors oui, dans la théorie, puisqu'on n'a pas encore tout à fait les chiffres futurs de l'impact réel de l'utilisation d'un VAE, un vélo à assistance électrique, mais vous constatez que puisqu'un vélo électrique va plus vite, il est évident que la distance pour s'arrêter va être automatiquement allongée par principe cinétique. Ce qui vient que, attention, on ne réagit pas du tout de la même manière quand on est cycliste avec ses jambes qu'avec un vélo à assistance électrique où c'est le moteur électrique qui fait l'essentiel. Donc là, il faut être très, très vigilant sur la manière d'utiliser, de freiner et de s'arrêter, bien entendu. La deuxième chose, c'est qu'on va beaucoup plus vite, une nouvelle fois, et que vous voyez que la vitesse d'un vélo électrique est sous-estimée par les gens qui sont autour de soi, que ce soit des piétons, donc attention aux accidents pour les piétons, mais aussi pour les automobilistes. C'est un vélo, donc il ne va pas vite. En réalité, c'est un vélo électrique. Et vous remarquez que certains vélos électriques, de loin, on ne voit pas forcément la différence entre un vélo non électrique et d'un vélo à assistance électrique. Donc oui, il faut faire attention. Par rapport justement au vélo, qu'il soit électrique ou pas, vous avez dû entendre parler récemment d'un plan gouvernemental, le coup de pouce vélo, qui est prolongé, puisqu'il était déjà en vigueur en 2020, et il est prolongé jusqu'au 31 mars 2021, puisque chacun peut avoir une aide financière jusqu'à 50 € pour réparer un vélo, pour le rendre viable pour aller sur la route ou sur la rue, puisqu'il y a une forte volonté du gouvernement d'utiliser son vélo, un vélo électrique ou non, pour aller travailler. Et à ce propos, vous voyez qu'en dessous, il y a l'objectif employeur pro vélo avec le label que vous voyez en bas à droite dans le petit encadré. Vous voyez que c'est favoriser l'usage du vélo pour aller travailler. Et ce sont des incitations financières pour les employeurs pour fournir des services aux salariés, des vélos en location, de la réparation. Je donne de l'argent pour acheter un vélo, mais aussi, pourquoi pas, pour créer des places spécifiques de stationnement vélo au sein de l'entreprise. Donc tout ça, c'est en cours de développement. Donc on devrait avoir dans les grandes villes ou des grandes entreprises probablement encore plus de vélos utilisés, sous réserve que les gens n'habitent quand même pas trop loin, évidemment, de leur travail. Donc en termes de sécurité, puisqu'on voit bien que le vélo, attention danger, voilà les recommandations officielles de la sécurité routière. Et vous constatez malheureusement, j'insiste, que le port du casque n'est que recommandé, alors que c'est peut-être l'essentiel à porter, en plus des déflecteurs, des gilets et autres, pour bien se montrer la nuit ou de jour, mais que le casque forcément est indispensable. Donc pour ceux qui sont cyclistes, portez un vélo s'il vous plaît. On parlait tout à l'heure de trottinettes, de monopodes et autres. Eh bien, sachez que c'est des outils motorisés qui sont dans le code de la route depuis seulement un peu plus d'1 an, vous voyez, depuis le 25 octobre 2019, avec des règles de code de la route à respecter. On ne fait pas n'importe quoi, comme on a pu voir encore jusqu'à quelques temps, les gens sur les trottoirs, n'importe où, etc., etc. Donc, il y a des règles de code de la route. Et quand on regarde malheureusement une nouvelle fois ce qui est recommandé en termes de sécurité, vous voyez qu'on est loin du compte. Vous avez tous dû voir des gens en trottinette électrique où il n'y a pas forcément de phare avant, phare arrière, pas forcément de catadiope, pas forcément un gilet sur le dos et encore moins le port du casque, malheureusement. Donc, on est loin encore de la parfaite sécurité de ces outils deux roues, malheureusement. Donc, attention danger, soyons vigilants, que ce soit les gens qui utilisent ces moyens de transport et que ce soit les autres en tant qu'automobilistes, évidemment. François, on pourrait peut-être poser la question à nos invités. Est-ce que selon eux, quelle serait la première cause de mortalité au travail? Oui. Vous avez sur le côté droit, allez-y, vous avez chute, risque routier, alcool, les machines, les outils, les produits chimiques. N'hésitez pas à voter. C'est le moment ou jamais de tester votre connaissance. Risque routier arrive en tête pour l'instant, chute. C'est marrant, personne n'évoque l'alcool.
Donc, a priori, effectivement, tout le monde a bien compris que les risques routiers, c'est bien entendu la première cause de mortalité au travail. Alors, nous allons voir tout à l'heure que dans le cadre des risques routiers, bien entendu, l'alcool fait partie des facteurs de risque routier, bien entendu. Mais les risques routiers, c'est la première cause de mortalité au travail, et en aucun cas des produits chimiques, des accidents de machines-outils ou autres. D'ailleurs, quand vous regardez ici les 3 principaux risques selon les tranches d'âge, eh bien, vous voyez que quelle que soit la tranche d'âge, c'est d'abord la vitesse qui vient en premier lieu, donc dans le cadre des risques routiers. En deuxième, vous voyez que vous avez l'alcool, c'est en bleu. Et la troisième, ce sont les stupéfiants, avec évidemment en premier le cannabis, éventuellement un petit peu derrière l'héroïne ou la cocaïne, mais c'est surtout le cannabis. Donc, ce qu'il faut dire qu'il faut également être très vigilant sur ce point. C'est étonnant qu'à partir de 55 ans, 64 ans, on ne fume plus, on ne s'injecte plus de produits? On boit. C'est plus facile à aller chercher au magasin du coin, probablement. C'est plus légal, je crois. Alors, puisqu'on parle d'alcool, de cannabis et autres, voilà quelques points clés sur les risques d'accidents routiers. Vous voyez que l'alcool l'emporte fortement, 27,7%. C'est une étude qui a quelques années, mais il y a 3-4 ans, mais on voit bien que l'alcool, à partir d'un certain, même d'un seul verre, on a une altération malheureusement de la vigilance. Mais vous voyez que là, au-dessus de 0,5, qui est le seuil toléré en France, en dehors des conducteurs de bus ou de poids lourds, vous voyez bien que 27%, c'est énorme. Donc, zéro alcool, c'est l'idéal, vous le savez. Et vous voyez que le cannabis, pareil, un petit pet, ça suffit pour entraîner une augmentation du risque de 4,2%. Donc, évidemment, zéro alcool, zéro cannabis, zéro drogue lorsqu'on est en conduite automobile d'ordre privé ou d'ordre travail professionnel, bien entendu. Il y a Laetitia qui nous pose la question, et la somnolence en voiture? Alors, la somnolence en voiture, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est effectivement un facteur de risque important. Et je passerai la main à Zélia, puisqu'elle vous fera effectivement tout un topo sur les problématiques de fatigue et de somnolence et comment d'ailleurs on peut la dépister, notamment en médecine du travail. Donc, on abordera ce sujet plus tard. Suspense. Par rapport à l'alcool, point clé, vous voyez que le risque d'être responsable d'un accident mortel quand malheureusement on est alcoolisé est multiplié par 8, 8,5 exactement. Et plus l'alcoolémie est importante, puisque c'est dose dépendant, plus vous augmentez les risques de commettre un accident mortel. Donc attention danger, parce que lorsqu'on est responsable sous alcool, malheureusement d'un accident mortel, bien entendu, la responsabilité pénale est au rendez-vous. Et de même pour l'employeur, puisque c'est malheureusement il y a eu mortalité. Et si c'est dans le cadre du travail, attention à cette responsabilité. Pour le cannabis, vous voyez que c'est pas mal non plus. On entend toujours dire que soi-disant le cannabis c'est pas dangereux. Ben si, ça l'est, la preuve. Les cannabis actuels sont très fortement dosés en tétrahydrocannabinol, qui est la drogue qui malheureusement entraîne le fait que ce soit un stupéfiant. Et vous voyez que ça multiplie par presque 2 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Lorsqu'on fait alcool et cannabis, et c'est très fréquent chez les moins de 40 ans, malheureusement, vous voyez que ça augmente de près de 30 fois le risque. Donc, une nouvelle fois, 0, 0, 0 lorsqu'on est en conduite automobile, en vélo, en trottinette, en moto, en poids lourd, ce que vous voulez. Là, je mets un petit focus médical parce qu'on l'oublie, même si ce n'est pas les 3 premiers facteurs de risque que sont l'alcool, la vitesse et les stupéfiants. Vous voyez que les médicaments qui agissent sur le fonctionnement psychique de l'être humain, donc on appelle les psychotropes, les anxiolytiques, les hypnotiques somnifères, antidépresseurs et autres, et bien vous voyez que ça augmente malheureusement le risque d'accident. Donc là, c'est pareil, il faut être très vigilant, d'autant plus qu'il y a une législation sur le sujet. Et quand on voit malheureusement que presque 17% des salariés déclarent qu'ils ont recours à des médicaments psychotropes pour différentes raisons, pour être plus en forme, au contraire pour calmer une douleur qui me gêne pour travailler. Et là, c'est souvent la codéine, des morphiniques, des dérivés morphiniques par exemple, où je suis stressé, donc je prends un anxiolytique. Eh bien, tout ça, ça peut malheureusement favoriser ces risques routiers. Et ce qui est important, c'est ça. Vous voyez que tous les anxiolytiques et les hypnotiques, qui sont extrêmement utilisés en France, pour des raisons diverses, vous voyez qu'ils sont classés en niveau 3, la pastille, le triangle rouge, depuis peu. Et malheureusement, vous voyez que normalement, on n'est pas censé conduire, sauf si on a le feu vert du médecin qui a prescrit le médicament. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour tous, puisqu'on doit regarder le petit logo qu'il y a sur ces boîtes de psychotropes
et demander à son médecin, est-ce que je peux, dans mon métier, par exemple, ou dans ma vie privée, est-ce que je peux malgré tout conduire si je prends tel ou tel médicament? C'est vraiment fondamental. François, quand je prends, par exemple, j'ai une toux et mon pharmacien m'a donné un sirop. Oui. Est-ce que je peux le prendre et conduire? Alors, la majorité des sirops, oui. Il y a un sirop qui contient un dérivé morphinique qui s'appelle Tussipax, mais il est sur prescription. Donc, effectivement, si c'est du Tussipax sirop qui est prescrit, automatiquement, il vaut mieux éviter puisque c'est de la morphine. Il y a une petite dose de morphine qui est à l'intérieur. Donc, il faut quand même faire attention. Mais c'est pareil pour les gens qui prennent du paracétamol codéiné. Attention, danger. Il faut faire très attention selon la dose. Donc, une nouvelle fois, il faut demander à son médecin est-ce que ça ne gêne pas la conduite automobile et en fonction de l'ordre de la prise, évidemment, du médicament. Un autre facteur de risque routier, malheureusement, qui se développe également, c'est l'usage de son téléphone. Comme vous pouvez le constater, du côté à droite, les grandes, en agglomération, si vous préférez, là où il y a des rues, et non pas des autoroutes ou des routes à 4 voies ou ce que vous voulez, vous voyez que malheureusement, quand on est en véhicule de tourisme, il y a une certaine utilisation du téléphone, que ce soit pour faire des SMS, que ce soit pour regarder sa carte GPS, que ce soit pour de la musique ou ce que vous voulez. Mais normalement, on n'est pas censé le faire. Et très souvent, regardez bien, c'est de la conduite avec soit je porte une oreillette pour mon portable, et vous savez que c'est interdit, ou pour écouter de la musique, ou de l'avoir carrément dans la main. Et tout ça, vous savez bien que c'est interdit, mais quand vous regardez bien les chiffres, c'est très fréquent et c'est encore plus fréquent malheureusement au travail. Regardez la colonne du milieu à droite, VU, véhicule utilitaire, et bien vous voyez que c'est fortement utilisé. On est à 14,5% d'utilisation du téléphone, que ce soit à la main ou avec une oreillette, alors qu'on est en mission professionnelle. Donc attention, en dehors évidemment d'être arrêté par la police ou la gendarmerie pour avoir une contravention sur le sujet et perdre des points, ce qui peut arriver très vite, malheureusement. Et d'autant plus qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie par rapport à l'utilisation du téléphone et en provoquant un accident. Là, ça peut être le retrait de permis. Donc, ça peut être très violent. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas le téléphone à la main ou avec les oreillettes ou un casque. Comme de temps en temps, on peut le voir. Et vous voyez que le vélo, c'est encore pire. Le vélo est à 20% d'utilisation d'une oreillette, d'un casque. Il y a même parfois des casques où vous avez les oreillettes intégrées. Donc, tout ça, il ne faut pas faire. Donc, ça ne peut que favoriser le risque, évidemment, routier d'accident. François, quand je conduis, il m'arrive de me brancher sur les haut-parleurs grâce au Bluetooth. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est quelque chose? C'est pas interdit, mais il vaut mieux l'éviter parce que ça déconcentre. Ça déconcentre. Certes, on n'a rien dans les oreilles, on ne l'a pas dans la main, on a bien les mains sur le volant, mais c'est quand même, ça déconcentre beaucoup plus que d'écouter de la musique. Donc, le message clé, il est tout bête. Si on doit téléphoner parce qu'on n'a pas le choix, il faut s'arrêter et téléphoner ou répondre à l'appel si c'est urgent. Sans ça, c'est messagerie et on attend d'être arrivé à bon port pour tout simplement répondre ou rappeler la personne concernée. Et écouter de la musique sur une trottinette? Non, parce que sur la trottinette, il n'y a pas le choix que d'utiliser son casque ou une oreillette. Moi, vraiment, d'avoir un haut-parleur extrêmement puissant, mais là, tout le monde en profite, donc c'est évidemment pas conseillé. Ce dernier graphe, c'est tout simplement, vous voyez une nouvelle fois les cyclistes, que ce soit le week-end ou que ce soit dans les jours ouvrés, on voit bien que les cyclistes l'emportent fortement sur l'utilisation du téléphone avec les fameuses oreillettes. Donc attention, ne pas le faire. Et on voit aussi que les véhicules utilitaires pendant les jours ouvrés sont également des gens qui l'utilisent fortement. Donc attention une nouvelle fois, au travail, zéro téléphone à la main, alors que tous les jours, on le voit tous. Sur les routes, on voit bien des gens l'utiliser. On voit même parfois des gens zigzaguer parce qu'ils ne regardent plus la route, ils regardent leur SMS et ça peut être source d'accident et pourquoi pas, malheureusement, en ville, renverser un vélo, une trottinette, un piéton ou faire de la tôle froissée seulement. Ça, c'est une image que j'aime beaucoup puisque vous voyez bien qu'on a une très mauvaise habitude en France. L'attitude au volant, trajet professionnel en rouge par rapport au trajet personnel en bleu. Et vous voyez que malheureusement, on est au travail, on est dans son véhicule de mission, de fonction, de société. On a tendance à prendre plus de liberté. C'est pas notre voiture, c'est au boulot, on prend toutes les libertés. Non, téléphoner dans 72% des cas versus 39% sur un trajet personnel. Donc, c'est pas bien.
on se met en danger, on met en danger les autres. Donc, malheureusement, oui, il ne faut pas le faire. Mais vous voyez que concrètement, ce sondage montre clairement qu'on le fait beaucoup trop, puisqu'on devrait être en théorie à 0. Alors, ce qui va vous intéresser, je suppose, c'est bien entendu ce qui se passe dans le cadre du travail pur et dur, parce que là, on était dans les grandes généralités. Et si on rentre dans le travail, on l'a dit tout à l'heure, les risques routiers, c'est la première cause d'accident mortel. Eh bien, vous voyez qu'en 2019, puisque nous n'avons pas encore les chiffres 2020, vous voyez qu'il y a eu 406 morts malheureusement sur les routes. Et là où c'est très intéressant, c'est de constater dans quelles circonstances on a ces décès pendant le travail. Eh bien, c'est majoritairement des accidents de trajet, c'est-à-dire lorsque je vais travailler de chez moi à mon travail ou dans le sens inverse, retour à domicile. Donc, vous voyez, accident de trajet, 295 morts sur les 406, alors que les accidents vraiment de travail mortels, accidents de mission professionnelle, ne représentent que finalement un quart, à peu près un quart de la mortalité en France. Donc, une nouvelle fois, qu'est-ce qu'on fait pour aller travailler? Eh ben, on prend sa voiture, mais on prend son vélo, on prend sa trottinette, les transports en commun pour certains, mais vous voyez que les accidents mortels de trajet sont deux à trois fois plus fréquents, malheureusement, que pendant le travail. Donc, attention une nouvelle fois à ce mésusage du vélo, notamment, ou du piéton, ou de ces trottinettes qui vont effectivement aller en croissance dans l'avenir, il ne faut pas se leurrer. On peut peut-être poser la question aussi à nos invités en sondage. Parmi les facteurs de risque routier, quel est le plus fréquent en lien avec l'alcool, les médicaments, la fatigue, la somnolence, la vitesse ou le cannabis? Allez-y, vous pouvez donner votre avis sur le pavé à droite de votre écran. Vitesse en premier. Fatigue, somnolence, alcool. Donc, on est à peu près à 6 personnes sur 10 qui considèrent que c'est la vitesse, ce qui est assez logique puisqu'on en a parlé il y a quelques minutes. Donc, ça veut dire que les gens écoutent, c'est très bien. Donc, effectivement, oui, c'est la vitesse qui est le premier facteur de risque routier, comme on l'a vu. Sachant que la fatigue, la somnolence, Zélia en parlera, c'est aussi un facteur de risque. L'alcool, c'est aussi un facteur de risque puisque c'est le deuxième. Alcool a tendance, notamment chez les plus jeunes, à augmenter la vitesse, malgré tout, par excitation pour certains. Les médicaments, oui, ce sont des facteurs aggravants, puisque comme on l'a vu, un anxiolytique, ça modifie le psychisme, ça ralentit la concentration, la vigilance, ça la diminue. Donc oui, on peut avoir malheureusement moins de temps de réflexe pour répondre à une urgence sur la route, par exemple. Donc effectivement, tous ces facteurs sont des facteurs de risque, mais le plus fréquent, c'est bien la vitesse. Et vous avez vu que la vitesse est largement surutilisée, notamment dans la vie professionnelle. Là, c'est juste pour montrer ce qui se passe en Île-de-France, puisque nous sommes en Île-de-France. Vous voyez qu'en 2019, nous avons eu 28 des morts par trajet et 3 par trajet professionnel. C'est 31 décès, malheureusement, de trop, bien entendu, puisque un mort sur la route, c'est toujours un mort de trop, de toute façon. Ce dernier graphe un peu compliqué, mais ce qui est important à comprendre, c'est que sur la ligne horizontale, ce qu'on appelle les abscisses, vous avez les accidents de travail, donc la vraie mission professionnelle, et sur les ordonnées, la verticale, vous avez ce qu'on appelle donc les accidents de trajet. Je rappelle, l'aller-retour, domicile-travail. Et vous voyez que les milieux professionnels les plus à risque de faire de l'accident de travail et de l'accident de trajet, eh bien vous voyez que c'est tout en haut à droite, tous les métiers autour du social et de l'hébergement médico-social, entre autres les EHPAD notamment. Donc, attention, soyons très vigilants quand on est employeur et quand on est salarié de ce milieu professionnel, parce qu'on est beaucoup plus à risque de risques routiers. Et bien entendu, les transports et la logistique, l'entreposage, sont évidemment non seulement très à risque d'accident de travail, mais également à risque de trajet pour aller plus vite, pour arriver à bon port, à son poste, etc. Donc, simplement, c'est un message clé, on est tous à risque, mais vous voyez qu'il y a quand même certains milieux professionnels qui sont beaucoup plus à risque encore si on n'est pas vigilant, si on n'a pas mis tout en place au sein de la société
de formation pour les employés, d'information, pourquoi pas un règlement intérieur ou une note de service autour de tout ce qui est alcool, stupéfiant, puisque ça fait partie du devoir de l'employeur en termes de sécurité. Également, ce qui est intéressant, alors c'est assez logique. Vous voyez que les trajets, les accidents de trajet, la courbe bleue, vous voyez bien que c'est le matin, le soir pour le retour. Mais regardez, il y a une petite pique également le midi, ce qui est logique parce que c'est le trajet pour aller déjeuner pour certains. Et par contre, les trajets professionnels sont bien entendu au cours de la journée de travail, principalement. Un petit peu la nuit, mais c'est principalement dans la journée, ce qui est complètement cohérent, bien entendu. En introduction, Vin avait dit qu'il y avait 4,1 millions de journées de travail perdues par an à cause des accidents de la route, mortels ou pas mortels. Ça équivaut à 16 000 salariés, et pas 1600, c'est 10 fois plus, c'est 16 000. Donc c'est quand même énorme. Pendant un an, vous imaginez les heures de travail perdues. Donc c'est un coût estimé à un peu plus de 700 millions, mais c'est un chiffre de 2012. On peut imaginer qu'on est plus proche du milliard aujourd'hui, probablement. Ce qui est également très important, c'est la durée moyenne des arrêts maladie à cause de ces accidents, puisque vous voyez que la moyenne est de 77 jours, ce qui est 10 jours de plus qu'un accident de travail lambda, autre qu'un accident routier. Donc, c'est encore du temps de perdu, de l'argent, etc., etc. Alors, pour faire face à tout ça, tout employeur, on le sait, doit évaluer ce risque routier, l'ai-je ou ne l'ai-je pas au sein de ma société. Si je l'ai, bien entendu, il doit être évalué dans le document unique, c'est indispensable. Je dois faire au mieux pour éviter ce risque. Alors, l'éviter, c'est peut-être pas de demander aux gens systématiquement de prendre la voiture pour aller dans la rue d'à côté, pour aller chercher une pièce manquante, par exemple. On peut peut-être y aller à pied, tout simplement. Si c'est à 500 mètres, pourquoi prendre sa voiture, sauf si c'est une pièce très lourde, bien entendu. Mais voilà, il y a des choix à faire sur les déplacements. Et il faut entretenir le parc véhicule, et ça, je laisserai Olivier et Sandrine en parler. Un protocole de communication, ça peut être une note de service, une charte de fonctionnement du téléphone. Qu'est-ce que je dois faire si on m'appelle ou si je dois téléphoner? Tout ça, ça doit être écrit, procéduré, entre guillemets, pour que ça soit bien clair pour tous. La gestion des compétences, bien entendu, ça repose sur la formation, et on verra que Olivier et Sandrine ont une proposition dans ce sens. Et enfin, pour terminer, pour reprendre un peu l'intégralité de ce qu'on vient de dire très rapidement, c'est agir sur le conducteur, donc sur nous tous, mais également sur les salariés qui conduisent des véhicules, quels qu'ils soient pendant le travail. Le respect du code de la route s'impose à tous, au travail et hors travail. Faire attention à soi et aux autres, d'être en très bonnes conditions physiques et psychiques. Donc, c'est important de savoir nos limites, de savoir si on est fatigué ou si on est somnolent, donc on en reparlera après. D'avoir une très bonne vue, et si elle n'est pas bonne, elle doit être corrigée. Une certaine hygiène de vie, puisqu'on verra que si on mange beaucoup et qu'on prend la route derrière, même s'il n'y a pas d'alcool, ça peut avoir un impact malheureusement sur la vigilance. C'est moi qui dis ça en plus. Et de faire attention à tous les facteurs aggravants, puisque alcool, substances psychoactives, autres que l'alcool, comme cannabis par exemple, ces fameux médicaments anxiolytiques, hypnotiques notamment, ou téléphone, tout ça, il faut éviter bien entendu au maximum, ou savoir quoi faire. Donc voilà, un résumé très rapide sur François, le métier. Oui. Mais nos jeunes, ils sont en pleine forme, ils peuvent conduire pendant des heures et des heures sans s'arrêter, non? C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent, mais un organisme s'use malgré tout dans la journée. On a besoin de repos et parfois la sieste, une petite sieste serait tout à fait bonne à organiser après le repas du déjeuner, par exemple, pour récupérer, quel que soit l'âge. Donc attention, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est plus performant au volant que quelqu'un qui a 10 ans ou 15 ans de plus. C'est tout ça, c'est des fausses croyances. La sieste, c'est pour les vieux et pour les fatigués de la vie, mais quand on est jeune, on n'a pas besoin de faire la sieste. Ça serait mieux parce que c'est des jeunes qui ont tendance à faire beaucoup de travail sur écran ou s'amuser le soir jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc, ils se couchent très tard ou très tôt dans la nuit ou dans la matinée, si on peut dire, pour se réveiller à 6 ou 7 heures du matin. Donc, ils vont avoir un sommeil réduit. Donc, ils vont avoir une carence en sommeil. Et donc, conséquence, il va y avoir une certaine fatigue qui va se cumuler et ça peut être malheureusement accidentogène. Que ce soit sur la route ou dans ces métiers, selon ce que l'on fait, bien entendu. Bon, est-ce que lorsque l'on est jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience de la conduite, que la conduite demande l'éveil de tous les sens et qu'ils vont avoir
à discriminer ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Quelqu'un qui est plus âgé, justement, qui a une expérience de conduite, va pouvoir discriminer les choses importantes et va finalement moins se fatiguer, de par son expérience. Sauf que le jeune conducteur n'a pas ce recul-là. Donc, il a une capacité peut-être à fatigue plus importante, mais va s'épuiser inutilement sur cet acte de conduite. On va peut-être poser des questions. Sur le sommeil, Zélia. Oui, j'ai pas entendu votre question, Vin. Ça, je vais. Alors, Est-ce que la fatigue, la somnolence, le manque de vigilance pourrait jouer justement sur la conduite et agissent comme facteur de risque sur la route ou pas? alors effectivement, la fatigue, l'hypovigilance sur la route entraîne de la somnolence. C'est un risque qui est souvent sous-estimé en fait par les conducteurs. Comme on le voit au niveau des chiffres de la sécurité routière, la première cause de mortalité sur autoroute, un tiers des accidents mortels sont liés à un risque d'endormissement au volant, à une somnolence. 20% des accidents de la route sont liés à l'endormissement au volant. Et nous avons un accident mortel sur 2 qui est provoqué par la somnolence en journée, donc même pas de nuit. Hein, c'est vraiment. Donc on considère que le risque d'accident est multiplié par 8. Parce que il y a un conducteur sur 2 qui ont une dette du sommeil. Alors, c'est quoi une dette du sommeil? C'est une diminution du temps de sommeil régulière, 1 à 2 heures par jour sur plusieurs jours. Et on considère actuellement que 35% des Français, 35% des Français sont en dette du sommeil. On s'est aperçu que il y a à peu près 1h30 de moins de sommeil en 30 ans. Les Français dorment moins. Alors, pourquoi ils dorment moins? Parce que nos modes de vie ont changé. On essaye de gagner du temps pour les activités, pour tout ce qui est productivité aussi, le travail, la charge de travail, les nouveaux modes de vie. On est beaucoup plus sur écran. On considère actuellement qu'un Français, 45% des Français, des adultes consultent un écran tous les jours au lit, à peu près 3 heures par nuit. Donc, ce qui est considérable, on pourrait presque se demander s'il ne faudrait pas faire un couvre-feu digital, même si le mot fâche. Les temps de transport aussi quotidiens, les gens sont de plus en plus mobiles, ils vont travailler de plus en plus loin. Donc, le temps de transport actuel, la moyenne, c'est 1h20 à peu près de transport quotidien par Français, donc ce qui est énorme. Ce qui fait que cette dette s'installe et les gens souffrent de troubles du sommeil. Il y a un quart des Français qui souffrent de troubles du sommeil. On a 10% de la population qui prend un somnifère ou des calmants. Donc, comme on avait vu avec le docteur Pebré, ces somnifères, ces calmants sont peut-être contre-indiqués par rapport à la conduite automobile. Et on a à peu près 2,5 millions de personnes touchées de somnolence diurne, ce qui augmente effectivement les risques d'accident du travail, de la route, qui sont beaucoup plus importants. Et on voit que les Français dorment de moins en moins. La moyenne actuelle, elle est de 6h41 à 7h33 en moyenne. Donc, ce qui commence à être peu quand on sait qu'en dessous de 5 heures de sommeil, on est dans l'état d'éveil de 18 heures, où c'est considéré comme si on conduisait en ayant bu, en ayant 0,5 grammes d'alcoolémie par litre de sang. On peut peut-être poser la question à nos invités pour savoir si pour eux conduire en étant fatigué, c'est acceptable ou pas? Oui. Il y en a qui acceptent qui pensent que conduire en étant fatigué, c'est acceptable. Hein? Oui, je vois ça dans les sondages. Alors, ça correspond un petit peu à la population générale. La population générale, on a à peu près 97% des Français qui considèrent que c'est inacceptable de conduire en étant fatigué. Pourtant, quand on regarde les statistiques de nos sociétés savantes, c'est assez paradoxal parce que le paradoxe, c'est qu'un tiers de ces Français qui disent que c'est inacceptable ont déjà piqué du nez au volant.
Et quand on regarde un petit peu, ce qui est même surprenant, une étude qui a été faite en 2018, on a 52% de parents qui ont conduit en étant fatigués et somnolents en volant avec leurs enfants à bord, donc ce qui est quand même représentatif. 55% qui croient pouvoir gérer leur fatigue, ces fameux jeunes qui croient qu'ils peuvent rouler toute la nuit sans s'arrêter ou toute la journée. Donc, voilà, ils croient pouvoir gérer et 18% qui pensent même que s'arrêter, ça ne sert à rien, ça ne changera rien. En sachant qu'on a un parc automobile à peu près de plus de 39 millions de véhicules, le danger, du coup, est considérable. On a beaucoup de conducteurs, du coup, qui ne sont pas conscients de ce danger sur la route. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en hypovigilance? Tout simplement, on sait tous que la conduite exige une vigilance optimale. Il y a des dangers partout. Quand on commence à fatiguer, on va manquer en fait d'observation. On va avoir une altération du jugement. On va plus pouvoir bien réaliser les distances. On va avoir un défaut d'analyse aussi. Et du coup, ça va entraîner un retard de réaction ou une absence de réaction, d'où l'accident, le risque d'accident de la route. En sachant que les accidents les plus importants, la mortalité la plus importante, elle est sur autoroute. On est souvent sur des vitesses à 130 km/h. Donc, il y a la vitesse qui se rajoute. Et quand on sait qu'à 130 km/h, une micro-somnolence de 1 à 4 secondes, donc c'est vraiment quand on pique du nez, c'est 150 mètres de parcours. Donc, on voit vraiment que le danger est réel. Alors, qu'est-ce qu'un bon sommeil? Actuellement, on ne peut pas dire qu'il y a une durée standard du sommeil. Un bon sommeil, il n'y a pas de durée précise, c'est vraiment la durée idéale, c'est celle où on se sent reposé. Après, il y a toujours ce risque du moins de 5 heures de sommeil qui multiplie par 2,7 le risque d'accident, puisqu'on est considéré comme une personne qui a bu. Donc, l'idéal, ce serait dormir au-dessus de 6 heures pour qu'il y ait quand même une réparation physique. Donc, on dit que la durée normale, elle est entre 6h30 à 10 heures de sommeil. Mais il faut vraiment être conscient que les personnes qui disent des fois qu'elles ne dorment pas suffisamment parce qu'elles dorment que 7 heures, ça peut être leur rythme régulier du moment qu'elles sont reposées. Est-ce qu'on a des chiffres justement sur les accidents de la route parmi la population qui travaille de nuit et qui roule, qui rentre chez eux le matin, au petit matin? Par rapport à la population de nuit, je ne sais pas si on a des chiffres. Ça m'a pas. C'est un facteur favorisant. Oui. Alors, par contre, le rythme de nuit est un facteur favorisant. On a quand même des pics d'assoupissement la nuit. Enfin, la fatigue la nuit est beaucoup plus importante. Voilà, les horaires atypiques. Parce que il y a une désorganisation en fait de notre rythme de nuit. La journée, on dort beaucoup moins. Le sommeil est plus court. On considère que maximum la personne va dormir 6 heures parce qu'elle est dérangée par tous les synchronisateurs externes. Sauf si elle se met vraiment dans des conditions où c'est très compliqué. La personne en moyenne dort 6 heures par 24 heures. Donc, il y a une dette de sommeil qui s'installe. Donc, on considère que la dette chronique du sommeil des travailleurs de nuit, elle est à peu près de 1 à 2 heures par jour. Donc, ça correspond en fait à cette dette chronique puisque c'est régulier, soit une nuit en moins par semaine et on considère qu'ils ont à peu près 40 nuits en moins de sommeil par an. Donc, ce qui est considérable quand on sait qu'il y a 4,3 millions de travailleurs de nuit ou en horaire atypique. Ça correspond quand même à 20% de la population. Quels sont les facteurs favorisant justement l'hypovigilance, Zélia? Alors, les facteurs favorisant les troubles de la vigilance peuvent être de plusieurs types. On en a vu quelques-uns avec le docteur Peubré, c'est les facteurs comportementaux avec les médicaments. Quand on a 10% de la population qui prend des somnifères ou des hypnotiques, déjà, voilà, ils sont en risque. L'alcool, les différentes drogues, nos modes de consommation, le travail de nuit, donc les horaires atypiques, le manque de sommeil, quel qu'il soit, ça peut être des insomnies, qu'elles soient chroniques, que ce soit des insomnies organiques, psychiatriques, il faut essayer de trouver pourquoi on a ces insomnies. La fatigue au volant,
les écarts de vigilance avec le téléphone, tous les objets connectés qu'on peut avoir et qu'on utilise au volant. La mauvaise qualité du sommeil, on peut souffrir d'apnée du sommeil sans en être conscient. Et les maladies, certaines maladies comme le diabète favorisent aussi l'endormissement au volant. Alors, comment on peut reconnaître les signes qui alertent le conducteur? Tout simplement, c'est des signes qu'on connaît tous, la réaction, la concentration. Ça nous arrive tous de partir et puis d'arriver à un endroit et en se disant, tiens, on est déjà arrivé et on était dans un état un peu hypnotique où on a manqué de concentration. On s'est mis dans un monde secondaire où on était un peu fatigué et du coup, comme on connaît la route par cœur, on est arrivé à l'endroit où on voulait, mais on est en manque de concentration en fait sur cette période. L'irritabilité, la nervosité, on commence à être énervé parce qu'on est fatigué, l'envie de changer de position sans cesse, les bâillements, les personnes bâillent, le regard fixe, les yeux qui picotent, les paupières lourdes, et puis la tension musculaire, les gens ne tiennent plus en place, ils sont toujours en train de bouger, des courbatures, des nuques raides. Et puis les facteurs à ne pas négliger, il faut surtout être conscient que certaines pathologies peuvent favoriser en fait l'endormissement. Donc il faut quand même que ces pathologies soient bien stables et les connaître. Il faut quand même être conscient que de consulter, ça peut être important. Est-ce que ça se maîtrise ou pas une hypovigilance? Est-ce qu'on arrive à redresser et à réactiver la vigilance ou pas? Il faut faire des pauses. Quand on voit que ça arrive, il faut pas hésiter à faire une pause, parce que c'est des signes d'alerte qui vous disent voilà. Ça peut être des micro-siestes aussi. Une micro-sieste. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de siestes. Il y a la sieste de 5 minutes qui est une sieste qui va faire récupérer au niveau de la mémoire et de la concentration, mais qui ne fait pas récupérer au niveau de la vigilance. La sieste qu'on appelle power nap, qui dure 20 minutes à peu près, c'est une sieste qui est au-delà de récupérer au niveau de la concentration et de la mémoire, fait aussi récupérer au niveau de la vigilance. Donc, une sieste de 20 minutes, parfois, est préférable plutôt que d'avoir un accident sur la route. On va vous tester justement par un petit sondage. Est-ce que, selon vous, les conséquences de 18 heures d'éveil en continu équivaudraient à une alcoolémie de 0,5 g par litre? Oui, c'est vrai. Oui. Bravo. Bravo, c'est qu'ils ont bien écouté parce que je l'ai dit au cours de… Bon, il y a une personne soit qui est arrivée entre-temps, soit qui a loupé l'information. Donc, maintenant, elle l'a. C'est les pics d'assoupissement aussi. Il faut aussi être conscient que notre corps réagit aux hormones. Et il y a des pics d'assoupissement qui sont naturels au niveau du corps, où la température du corps, elle chute, où elle est le plus bas. Notamment, ça va être à 15 heures de l'après-midi et à 3 heures du matin. C'est les pics où vraiment on chute au niveau de notre thermogénèse, qu'on appelle la thermogénèse. Et du coup, c'est les périodes où on est le plus à risque de somnolence. Donc, c'est des périodes où il faut être très vigilant, que ce soit pour les travailleurs de nuit comme pour… c'est là où on peut avoir… C'est plus accidentogène ces périodes-là, en fait, si on n'est pas vigilant. Parce que ces pics sont souvent confondus l'après-midi avec la digestion, qui en fait qui n'en est qu'un facteur aggravant si on a mangé un repas trop copieux, parce que du coup de manger un repas trop copieux, on fait baisser notre glycémie parce que on va fabriquer de l'insuline pour combattre en fait ce pic glycémique du repas trop copieux. Les triglycérides vont augmenter au plafond et ça va diminuer aussi la thermogénèse en plus de la diminution qui est habituelle. Donc, on va avoir 3% encore en moins que d'habitude. Donc, on va être en risque de somnolence beaucoup plus important. Donc, manger ou conduire, il faut choisir quoi? Il faut manger léger et puis, quand on sait qu'on va prendre la route, et puis boire, s'hydrater pour éviter justement… Mais c'est pas possible. Avec François, on ne peut pas s'arrêter de manger. Ouais. Mais il faut de l'eau. Pour conduire, il faut un chauffeur. Alors, je voulais vous parler aussi un petit peu du syndrome d'apnée du sommeil. Pourquoi est-ce qu'il faut le rechercher? Parce que actuellement, il y a 7% de la population qui souffre d'apnée du sommeil et on estime qu'il y a à peu près 80% des personnes qui sont touchées par le syndrome d'apnée du sommeil qui ne le savent pas. Un syndrome d'apnée du sommeil, il faut savoir que s'il n'est pas traité, c'est 6 à 7 fois plus de risque d'accident de la route.
Sur la route, à 40 km/h, ils augmentent leur distance de freinage de 8,8 mètres, donc ce qui est considérable. Hein, et ils multiplient par 3 le risque de dommages corporels lors d'un accident. Au-delà de toutes les conséquences secondaires de l'apnée du sommeil, hein, qu'au niveau corporel, hein, là je parle vraiment des accidents de la route, parce qu'il y a toutes les conséquences secondaires qui sont l'hypertension, les risques cardiovasculaires, neurovasculaires, il y a 38% d'AVC. Voilà, il y a beaucoup de troubles attentionnels et des risques anesthésiques importants chez les gens qui ne sont pas traités. Et il existe des traitements efficaces, donc c'est un petit peu dommage de passer à côté des signes et de ne pas pouvoir les traiter. Donc ça, on l'a vu un petit peu déjà. Hein, donc la dette chronique par rapport aux travailleurs de nuit. Hein, et les travailleurs de nuit, il faut être très très vigilant parce que du coup, il y a une perturbation hormonale et métabolique qui elle en interne qui se fait. Hein, les hormones, il y a des hormones qui sont faites pour être fabriquées la journée, être en stand-by la nuit. Pareil pour certaines hormones qui ne se fabriquent que la nuit. Mais si les autres ne se mettent pas en stand-by, elles ne peuvent pas se fabriquer. Du coup, il y a une perturbation métabolique et hormonale qui va se faire. Par contre, est-ce que la personne va bien supporter le rythme de nuit? Ça dépend vraiment de son sommeil. Il y a des petits dormeurs, des dormeurs du soir, du matin. Elle peut être tolérante, mais il y a quand même une dette chronique qui s'installe. Donc, il faut qu'elle en soit consciente, hein, parce que le sommeil paradoxal va être en compétition avec le sommeil profond. Il va y avoir plus de réveil la journée et il va y avoir une altération de la vigilance plus importante chez le travailleur de nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir tous ces facteurs de risque pour éviter les accidents de la route, Gélia? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs choses. Hein. On a parlé de l'alimentation, donc faire attention. La vigilance commence dans son assiette, hein, comme je vous ai mis. Donc, quand on sait qu'on va prendre la route, on ne fait pas de repas copieux ou trop gras. On mange plutôt léger, bien s'hydrater. Avoir une bonne hygiène de vie, l'activité physique, ça aide à mieux dormir. Le sommeil est plus réparateur quand on a de l'activité physique. Alors, pas au moment d'aller dormir. Hein. Il faut quand même que ce soit… parce que sinon, le sommeil va être perturbé. Et améliore la santé mentale parce qu'on a moins de stress, moins d'anxiété. Et on sait que le stress et l'anxiété ne favorisent pas l'endormissement le soir. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus stressés à cause du travail. Hein. Les rythmes et les charges de travail sont de plus en plus importantes. Et du coup, en étant stressés, ils dorment moins ou ils ont des micro-réveils beaucoup plus importants qu'ils ne le devraient. Et du coup, ils sont fatigués le matin. Donc, l'activité physique. On a aussi agir sur la route, partir reposer, faire des pauses. Si on est deux conducteurs, se relayer, ne pas hésiter à se relayer. Respecter les limitations de vitesse parce que plus on conduit vite, plus notre cerveau a besoin d'être attentif aux informations et plus il se fatigue vite. Donc, les personnes qui conduisent vite, il va falloir qu'elles fassent des pauses plus fréquentes. Être attentif à tous les signes d'alerte de la fatigue qu'on a vu, parce que la fatigue, il faut bien faire la différence entre fatigue et somnolence. Hein. La fatigue, c'est un manque de concentration où on va avoir tous ces signes d'alerte qui va ensuite induire la somnolence et le risque d'endormissement. Donc, on a des signes qui nous alertent. Donc, c'est intéressant d'en tenir compte et de s'arrêter au moment où ils sont là. Veiller sur soi, adapter sa durée de sommeil. Essayer d'avoir des horaires de coucher et de lever réguliers, notamment quand on est de nuit, essayer d'instaurer un rythme pour qu'on puisse avoir au moins ces 6-7 heures de sommeil, pas descendre en dessous parce qu'on sera dans une dette importante du sommeil et puis du coup un risque plus élevé. Utiliser la sieste à bon escient en fonction de ce qu'on a besoin parce que il y a la sieste flash si on a besoin d'améliorer un petit peu sa mémoire, son attention. La sieste power nap dont on a parlé là de 20 minutes qui, elle, améliore la vigilance. Et on a aussi la sieste cycle de sommeil qui est d'1h à 1h30 qui, elle, va faire récupérer un petit peu de la dette de sommeil. Donc, ce qui est important. C'est pas possible de dormir 5 minutes. Moi, j'y arrive pas, moi. Il y a des gens qui y arrivent. C'est un apprentissage. Est-ce qu'on arriverait, dans ce cas-là, à rembourser une dette de sommeil ou pas? En 5 minutes, non. Non, parce qu'on n'a pas un cycle de sommeil. Une dette de sommeil, il faut vraiment avoir un cycle. Hein. Vous savez, le sommeil est fait par cycle de à peu près 90 minutes en moyenne. Et du coup, il faut avoir un cycle complet pour avoir un sommeil lent profond pour récupérer d'une dette de sommeil. La sieste de 5 minutes, c'est vraiment quand on a le coup de barre au travail, qu'on n'arrive plus à se concentrer. Ça va récupérer pour pouvoir travailler la mémoire et l'attention plus rapidement, en fait,
pour pouvoir être à nouveau alerte pour le travail, mais pas récupérer la dette de sommeil. On va vous poser une question justement en sondage. Faites-vous une petite sieste après le déjeuner au travail? Apparemment, il y a 100% de gens qui répondent non. Ouais. Alors, le Et souci en France, j'en connais qui font la sieste après le déjeuner au travail. Hein. on serait en Espagne, ce serait, je pense qu'on aurait plus de oui que de non. Mais c'est pas culturel en France. Et c'est vrai que même quand quelqu'un fait une sieste, bah souvent il va ou se cacher dans sa voiture ou ça commence à venir, mais c'est pas encore dans les mœurs françaises de se dire il faut faire une sieste pour récupérer, on travaillera mieux. Et Latifa nous parle d'une turbo-sieste de 10 minutes. Oui. Alors la turbo-sieste, c'est de 10 minutes, c'est un petit peu la sieste un petit peu avant le power nap en fait. Elle permet de récupérer au niveau de la mémoire, de la performance et de la vigilance aussi. Hein. Ça devient compliqué de faire la sieste. Et 5 minutes, 10 minutes. Moi, quand je dors, je dors. Hein. Bah, ça dépend du temps qu'on a et de ce qu'on recherche au niveau de la sieste. Hein. Après, l'idéal, c'est de sentir, d'avoir le temps et de se reposer le temps qu'on a besoin. Hein. Ah, c'est bien, on a 12% de gens qui font la sieste après le déjeuner au travail. Bravo. Ah, ouais. Les nouvelles technologies aussi, je voulais parler un petit peu alors des nouvelles technologies parce qu'il y a des choses qui sont faites ailleurs, hein, qui sont intéressantes. Je parle notamment du Brésil qui sont en étude au niveau national. Ils avaient beaucoup d'accidents au niveau de leurs chauffeurs poids lourds et ils ont mis en place dans les aires de repos des salles de luminothérapie pour pouvoir faire en sorte que leurs chauffeurs se reposent dans de bonnes conditions et puissent avoir les lumières qu'il faut pour bien s'éveiller en fait et pour bien prendre la route. Donc c'est intéressant. Je ne sais pas ce que va donner cette étude, mais ça peut être intéressant de voir un petit peu les résultats. Et il y a la casquette connectée, par exemple, aussi. C'est une casquette qui est en cours de test, qui permet par des signaux sonores et visuels, d'alerter le conducteur quand les premiers signes de fatigue apparaissent, pour lui dire c'est le moment de s'arrêter. Donc, ça peut être aussi intéressant, ce genre d'outils. On a tous les outils connectés aussi qui sont intéressants parce que même si ce n'est pas des dispositifs médicaux qui ne sont pas fiables à 100%, ça permet quand même aux personnes qui portent ces montres connectées ou de pouvoir être acteurs en fait de leur santé, de leur sommeil, de savoir un petit peu où ils en sont et de pouvoir consulter s'il y a des anomalies. Donc, ça peut être intéressant ça les implique en fait dans leur santé. Zélia, je reviens sur la casquette connectée. C'est le truc avec les grandes oreilles de dingo qui donnent des claques quand on s'endort, c'est ça? Ah ouais, non, c'est une casquette normale, mais il y a des signaux sonores et visuels par rapport à des capteurs qui sont sur la casquette qui voient quand les paupières commencent à baisser, à devenir lourdes, quand la personne commence à bâiller. En fait, il y a des capteurs sensoriels qui permettent d'alerter le conducteur en fait avec un bruit sonore et puis de la luminosité. D'accord. Et ça pourrait pas distraire le conducteur avec tout ça? Ça l'alerte au moment où il est en somnolence. Donc, normalement, ça lui permet de prendre conscience de sa fatigue. Après, c'est en test, donc il faut voir ce que l'étude va donner, en fait. Hein. Latifa nous évoque le psio. Alors là. Ça doit être un objet connecté? Oui, sûrement, mais je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on a d'autres moyens pour, en dehors des réflexes et l'hygiène de vie? Par rapport au comportement, l'hygiène de vie, je pense que c'est les principaux en fait. Hein. Après, nous, en santé au travail, c'est vrai qu'on essaye d'être vigilant à tout ça. C'est vrai qu'on essaye d'accompagner au mieux les gens quand on les voit, que ce soit en préventif, en individuel ou en collectif. On va être dans le dépistage. On a des conseils sur quand on voit les traitements, notamment comme le disait le docteur Pebré, on va être vigilant aux traitements que prennent les personnes, aux facteurs de risque, aux comorbidités, à l'hygiène de vie. Nous, au niveau infirmier, on pose des questions sur l'hygiène de vie parce que ça nous permet
de voir un petit peu quels sont les risques pour la personne et de pouvoir donner des conseils appropriés. On fait du dépistage donc d'apnée du sommeil chez les gens. Quand on repère un des signes d'alerte, on va proposer un petit appareil aux personnes pour qu'elles puissent faire un dépistage chez elles et elles nous ramènent l'appareil le lendemain pour voir si elles souffrent ou pas d'apnée du sommeil, pour être sûres. On a des échelles d'évaluation aussi pour évaluer certains risques. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes ont un professionnel de santé en fait, en face d'eux qui va les conseiller. Et le traitement vraiment le plus efficace, c'est l'hygiène de vie. C'est là où on prend le plus soin de soi, c'est en respectant son hygiène de vie. Donc, on peut très bien dire qu'il faut, par tous les moyens, retrouver la zénitude et le sommeil, notamment en passant par la méditation, comme le suggère Béatrice. La méditation ou d'autres techniques, je dirais que chacun… alors, la méditation ne marche pas chez tout le monde, c'est comme le yoga, il faut trouver sa propre technique, ce qui convient. Il y a des gens qui vont adopter, qui vont aller plus vers l'hypnose, par exemple, ce qui marche très bien par rapport à tout ce qui est trouble du sommeil. Pour les personnes qui sont réceptives. Les personnes qui ne sont pas réceptives vont plus utiliser peut-être l'acupuncture, vont peut-être utiliser la méditation. Il faut que la personne arrive à trouver quelle sera la méthode qui va effectivement la relaxer, enlever ce stress et lui permettre d'être plus zen, oui. Et Mickaël nous a fait la remarque comme quoi on est en plein hiver, c'est difficile de manger léger. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller comme type de repas? Comme type de repas léger, même en hiver, on peut avoir des repas légers quand même. C'est sûr qu'on va peut-être pas manger la salade, mais bon, un poisson avec un légume vert et puis une crudité, voilà, ça reste du repas léger. C'est pas une soupe chaude, une purée de saucisse, je sais pas, un truc, des frites à l'eau. La purée, je veux bien, mais la saucisse, c'est un peu lourde, un peu trop gras. Ah ouais. Donc, on va rester sur le poisson. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à dire à nos invités, Zélia, dans les conseils? Moi, j'ai fait un petit peu le tour. Après, est-ce qu'ils ont des questions qui pourraient… est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire Non, apparemment non. On a été clair là-dessus. C'est très bien. De toute façon, on a mangé du cassoulet avec de la saucisse dans les repas d'hiver. Saucisse, c'est un petit peu lourd. Purée jambon, ça me va. Bon. Merci Zélia. On va peut-être poser des questions à Sandrine et Olivier. Notamment, je pensais tout à l'heure, en écoutant aussi bien François que Zélia, on a beaucoup parlé de comportement, on a beaucoup parlé d'hygiène de vie, de vigilance, mais on n'a pas abordé la question de l'outil. Étant donné que on est au volant, donc c'est un appareil, où on est au bord de son vélo, de sa trottinette. Quels seraient les réflexes et les conseils qu'on pourrait donner, Sandrine? Déjà, de prendre conscience de ces risques, d'essayer de vivre aussi quels sont les risques que l'on peut vivre justement par rapport au volant, de comprendre le mécanisme et pour essayer de mettre en œuvre des actions pour essayer de l'éviter ou de l'annuler, essayer de réduire ce risque. Allez-y Sandrine, finissez, excusez-moi. Oui, donc d'essayer de vivre ce risque, c'est ce qu'on propose par exemple chez Centaure, de vivre le risque routier, quelles sont les choses qui peuvent amener à l'accident. Je pense par exemple des pertes d'adhérence, des freinages d'urgence, d'évoquer tout ça, de vivre un petit peu ce que ça fait quand on se retrouve en situation d'urgence, de vivre ce risque pour essayer de comprendre le mécanisme et de trouver des solutions pour l'éviter, ou au moins le réduire. Donc ça, on propose ça chez nous sur nos formations, déjà de comprendre aussi le mécanisme de l'accident. Avant de prendre une approche concernant le risque routier, à ta question tout à l'heure, comment faire pour éviter l'accident, on a un mot VCOR qui représente donc différentes lettres. Le V, ça va être le véhicule. Donc chez Centaure, qui est donc très rapidement un centre de formation au risque routier, je reviendrai un peu plus en détail sur ce sujet tout à l'heure.
Le V représente le véhicule, donc faire attention qu'il soit toujours évidemment en bon état pour répondre à toute la mission professionnelle ou personnelle en toute sécurité. On va également avoir le E pour l'environnement. Et chez Centaure, nous reproduisons à travers des plateaux d'exercice l'environnement que l'on peut croiser sous différentes formes, avec justement des mises en situation un peu plus compliquées pour pouvoir vivre, comme l'exprimait Sandrine, vivre le risque par l'expérience, de façon à ne pas être dans la sidération lorsque ça doit nous arriver sur la route. Puisque comme nous aurons déjà vécu cette situation, on saura un peu mieux comment réagir, en sachant qu'une fois de plus, le rôle de Centaure, c'est de ne pas rentrer dans cette situation, c'est tout faire pour l'éviter, puisqu'on est sur un axe de prévention. Sur le mauvais corps, donc on a aussi le V pour véhicule, le E pour environnement, le C pour conducteur. Donc le conducteur, c'est vraiment, on se rend bien compte sur tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'arbre des causes d'un accident, c'est le comportement. Et le comportement, c'est le conducteur que l'on va mettre en avant et qu'on va travailler notamment à travers la charge mentale, à travers la perception qui va évoluer au fur et à mesure des années, avec la hiérarchie justement des problèmes de la route quand on est plus ou moins jeune. Et donc, c'est ce sujet que l'on travaille. On va également travailler sur l'organisation. Lorsque nous avons des missions professionnelles, peut-être que le fait de réduire le nombre de kilomètres, c'est réduire le risque routier. Donc, ça passe par une organisation de son planning, de ses prises de rendez-vous, et peut-être délégué à d'autres collègues en fonction du lieu géographique de la mission. Et le R, donc de VECOR, qui représente la réglementation. Ça peut être les panneaux, ça peut être le code de la route, mais ça peut être aussi une charte de conducteur qui appartient à l'entreprise et qui est adaptée à la mission ou même à l'entreprise. Et donc, tous ces sujets mélangés, qui ne sont pas des détails, hein, permettent vraiment d'avoir de vrais résultats et d'appréhender la route plus serein. Il est vrai que Olivier, il est vrai qu'on a effectivement mis en place un nouveau mode d'apprentissage avec vous, Centaure. En 2019, on avait organisé une journée complète pour mixer l'apprentissage théorique avec nos experts en préventeurs et puis bien sûr la possibilité d'essayer sur des ateliers pratiques sous contrôle bien sûr, mais de se rendre compte de la vitesse et surtout de la perte d'adhérence de la voiture sur la route. Notamment, on a pu faire tester des têtes à queue ou des virages mal négociés. Mais cette année, c'est vrai qu'avec le Covid, avec le confinement, avec les mesures barrières et distanciation sociale, on n'a pas pu refaire ça. Mais on a pu filmer effectivement des situations afin de pouvoir aussi vous permettre de vous sensibiliser à cela. On les montre ? Je vais faire une petite parenthèse, si tu permets, Vince, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Centaure. Donc, en très grande ligne, Centaure, c'est un réseau national. C'est une dizaine de centres répartis sur tout le territoire. On est vraiment sur un axe de prévention qui va articuler deux sujets principaux. Ça va être apporter du savoir-faire et du savoir-être aux salariés à travers nos plateaux d'exercice, nos véhicules, mais aussi les véhicules des salariés, pour qu'ils puissent vraiment se tester eux-mêmes et comprendre comment les autres qu'ils entourent sur les trajets routiers réagissent ou quelle est la culture sécuritaire des uns et des autres. Donc ça, c'est le savoir-faire, savoir-être des salariés. Mais tout aussi important, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, François, par rapport au document unique, c'est aussi protéger la structure. Aujourd'hui, un employeur a l'obligation de protéger ses salariés sur leur risque professionnel. Lorsque ce risque professionnel est routier, Centaure est une solution avec une formation assez sympathique, hein, au vu du retour des stagiaires qui viennent chez nous, hein, puisque nous avons la chance d'avoir un sujet qui peut être dynamique. On va le voir justement dans certaines vidéos qu'on a pu filmer. C'est vraiment des formations qui sont articulées de théorie et de pratique, de façon à toucher à la sensibilité des uns et des autres. Il y en a qui sont plus sensibles à l'émotion du tête à queue, d'autres qui sont plus sensibles peut-être sur des schémas ou des diagrammes qui expriment la difficulté d'un trajet routier. Et donc, on essaye de toucher toute la sensibilité des uns et des autres pour influencer le comportement sur un axe de prévention. Voilà. Donc, on pourrait l'évoquer sous mille et une formes. Ce soir, j'ai pris ce chemin-là pour le présenter. Hein. Donc voilà.
Donc Et là, oui, Centaure, on peut peut-être mettre en ça veut dire vidéo. quoi Centaure finalement, Olivier? Ça veut dire quoi Centaure? Alors, Centaure, c'est un acronyme qui signifie Centre Auto-Réflexion. En fait, on va vous mettre dans des situations qui, par vous-même, vous allez vous rendre compte de ce qu'il est possible de vivre, en fait, et de voir comment vous réagiriez. Mais tout aussi important, et ça fait vraiment partie de la pédagogie Centaure, c'est de voir comment les autres réagissent. Parce qu'il y en a qui négligent un petit peu la sécurité routière et vont se rendre compte que les autres d'à côté sont beaucoup plus à cheval sur ce sujet. Ou au contraire, peut-être que certaines personnes s'imaginent que tout le monde est très à cheval sur la sécurité routière, alors qu'il y en a qui délaissent complètement ce sujet ou qui banalisent parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils ne rencontrent pas de difficultés, donc ils s'imaginent que le réseau routier n'est pas un problème pour eux. Jusqu'au jour où ça peut arriver, hein. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Moi, je pense qu'il faudrait absolument qu'on sensibilise nos invités à leur outil, notamment leur outil de travail, qui pourrait être déjà la voiture. Donc, je crois que Sandrine a été filmée en train de nous montrer cela. On leur montre ça? Avec plaisir. Un sujet qu'il ne faut absolument pas délaisser, c'est le côté mécanique de la voiture. Il y a des niveaux qui sont à surveiller et faire un déplacement avec un véhicule en bon état, c'est gage de sécurité. Afin de prendre la route en toute sécurité, on doit vérifier en gros une fois par mois nos niveaux sur le véhicule, notamment le contrôle du niveau d'huile. Affaire moteur froid, avec la petite tige, on a un voyant de l'huile qui est ici. Donc j'ai essuyé pour enlever l'intégralité de l'huile, je remets à l'intérieur, je ressors et je vais contrôler que ce soit bien entre le niveau minimum et maximum. Deuxième orifice à contrôler, l'orifice du produit lave-glace. Pour pouvoir nettoyer le carreau et avoir une parfaite visibilité à travers la vitre à l'avant ou à l'arrière, qui est représenté par un petit pare-brise avec un jet. Alors ce liquide lave-glace, on va contrôler le liquide par transparence au niveau du bocal, qu'on contrôle de manière à ne pas se retrouver en pleine circulation sans liquide pour pouvoir nettoyer le pare-brise. Troisième point de contrôle qu'on peut effectuer, c'est le liquide de refroidissement. À contrôler pareil, moteur froid avec 2 repères sur le côté, un minimum, un maximum. Dernière chose que l'on peut contrôler, son niveau de liquide de frein avec un symbole qui correspond pratiquement à notre symbole du frein à main. Autre point à vérifier sur notre véhicule avant de partir, bien évidemment qu'on ait du carburant. Donc on a une jauge pour contrôler ce niveau. Cela permet d'éviter de se retrouver en panne de carburant, notamment c'est amendable sur autoroute. Autre point important, le contrôle de la pression des pneumatiques pour éviter de se retrouver sous-gonflé. C'est tout comme les vérifications sous notre capot, on peut la faire à peu près tous les mois, donc vérification tous les mois, pression que l'on fait généralement à froid. Mais cette pression, on peut aussi la faire à chaud, simplement on va rajouter 0,3 par rapport à la pression qu'on a trouvée dans la portière ou éventuellement dans la trappe à carburant suivant les marques de véhicules. J'ai la bonne pression, donc forcément on fait les 4 et même les 5, j'inclus la roue de secours. Si on est équipé d'une roue de secours, on n'oublie pas de faire le contrôle de la roue de secours. Il y a aussi l'usure à contrôler. Cette usure, on va la contrôler à l'intérieur de la bande de roulement, sachant qu'un témoin d'usure mesure 1,6 mm sur notre pneumatique et en fait c'est la hauteur de cette rainure-ci. Il ne faut plus voir la petite bande sur le côté. Si on l'aperçoit par exemple comme ceci, c'est qu'on est arrivé au témoin d'usure. Et donc réglementairement, le pneumatique n'est plus bon. Et au niveau sécurité, ce pneumatique ne tiendra pas du tout la route sur une chaussée qui est très peu adhérente, par exemple mouillée. Mais il est aussi important d'aller ajuster nos pneumatiques, par exemple, qui vont être adaptés à la saison. Il serait totalement improbable d'aller, par exemple, nous, de marcher avec des tongs l'hiver. Et tout comme notre véhicule, on pourrait également lui mettre des pneus hiver. Tous ces contrôles, ça prend très peu de temps, mais tout ça, c'est pour assurer notre sécurité et aussi celle des autres. Je retiens les tongs en hiver. Pourquoi les tongs en hiver, Sandrine?
J'ai trouvé que l'image comparative était pas mal. On n'aurait pas idée, sous une pluie battante ou sous de la neige, d'aller courir, par exemple, dessus. Bah, avec nos pneus été, c'est pareil. On peut, hein, on pourrait courir, mais à faible vitesse. Bah, tout comme nos pneus été, par exemple, sur de la neige, on peut circuler avec, mais par exemple, rouler moins vite. C'est faisable, mais il faut adapter. J'ai trouvé que l'image était bonne. J'ai disais avec les stagiaires, le comparatif et c'est visuel, ils comprennent assez vite, effectivement. Parce que nos amis japonais, ils sont en tongs d'hiver. Hein, mais ils ont plus l'habitude. Ah, si c'est une question d'habitude. Maintenant que j'ai fait le tour de la voiture, j'ai fait les niveaux, qu'est-ce qu'il me reste à faire une fois que je suis installé au volant? Eh ben, il va falloir s'installer, mais s'installer correctement. C'est pas le tout de mettre la ceinture de sécurité. Il va falloir mettre cette ceinture de sécurité correctement de manière à ce qu'elle soit 100% efficace. La ceinture de sécurité est un point important. Aujourd'hui, on va tout faire pour éviter l'accident, mais nous ne sommes jamais à l'abri. Donc, bien porter la ceinture permettra de réduire le risque de blessures graves. Nous allons voir ça ensemble. L'importance de la ceinture de sécurité, on va voir comment, effectivement, elle est obligatoire, hein, mais pour qu'elle soit efficace, hein, elle ne doit pas simplement être bouclée, mais elle doit être mise correctement. Déjà, on va l'attacher et après, on va l'ajuster. Hein. On l'attache, on fait en sorte qu'il y ait bien le clic. Ensuite, il faut faire attention au réglage en hauteur pour que cette ceinture ne soit pas trop proche de mon cou et vienne éventuellement, lors de son déclenchement, couper ma carotide, malheureusement. On peut retrouver cette commande de réglage à hauteur de l'oreille. Ensuite, sur la partie basse de la ceinture, je vais faire attention à ce qu'elle ne soit pas sur mon ventre, puisque lorsqu'il y a un choc, cette ceinture va venir se serrer. Et là, si elle est au niveau de mon ventre, et en fait, c'est tous les organes à l'intérieur de mon ventre qui vont être écrasés. Ce qu'on vient faire en dernier point, c'est d'aller serrer la ceinture de sécurité. On sent bien qu'elle nous serre sur le bassin, qu'elle nous serre sur le torse. Et là, la ceinture va avoir la totale efficacité en cas de choc. On a un outil pédagogique parmi les outils pédagogiques que l'on peut proposer. Avec notre véhicule tonneau qui simule un tonneau et qui permet de prendre conscience de cette ceinture de sécurité, de voir quelle est son utilité. Donc son utilité lors d'un, par exemple, un tonneau. On est retenu, on évite d'aller taper par exemple le pare-brise, d'aller taper le volant. Les stagiaires, lorsqu'ils sont à l'intérieur de ce véhicule, comprennent bien, se rendent compte de ce serrage de la ceinture, donc ce prétentionneur qui vient se serrer et qui vient donc coller la ceinture contre le corps, contre le siège, qui vient nous coller contre le siège et qui nous retient pour nous éviter tout ce qui peut se produire si on est mal attaché. Il faut penser également à transmettre ce bouclage de la ceinture de sécurité, à demander à nos passagers d'être bouclés. Mais lorsque les passagers ne sont pas présents, je pense par exemple aux enfants, lorsqu'ils ne sont pas présents dans leur siège, ce siège, il faut penser à le boucler, puisque en cas d'accident, ce siège peut devenir un projectile dangereux. Et donc, c'était quoi les erreurs qu'il fallait trouver? Les erreurs, c'était lors de la séquence avec vous, Vince, et puis Olivier. Donc, on a volontairement glissé une erreur. C'était par rapport à vos manteaux. Certes, il faisait froid pendant cette démonstration. Mais si possible, il faut enlever le plus d'épaisseur possible, puisque toutes ces épaisseurs sont, entre guillemets, un frein au bon serrage de la ceinture lors de son déclenchement. On peut garder le manteau, mais le mieux, c'est de l'ouvrir et de passer les parties ouvertes sur les côtés pour qu'il y ait le moins d'épaisseur possible au niveau de cette ceinture, pour avoir son efficacité maximale. Olivier, est-ce qu'on avait d'autres choses à se dire là-dessus? Latifa nous a fait la remarque sur les contrôles justement des rétroviseurs et aussi bien dehors que dedans. Revenez.
Juste un point sur la ceinture de sécurité. La grande difficulté, ça va être la différence de gabarit. On va avoir des grands, des très très grands, on va avoir des tout petits, des gros, des maigres, et c'est ça qui rend justement la construction des véhicules difficile. Et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de réglages, comme l'a évoqué Sandrine dans son véhicule. Et donc ça, c'est vraiment un point très très important. Et il faut vraiment se concentrer par rapport à ça, parce que pour m'intéresser de près à ce sujet, je me rends compte qu'avec mes amis, avec les enfants de mes amis, notamment à la sortie des écoles quand j'étais jeune papa, il n'y avait que très très peu d'enfants qui étaient correctement attachés. Et donc je pense que c'est le rôle de chacun des uns et des autres aussi de se dire humblement à ses amis, attention, la ceinture est peut-être mal mise ou mal positionnée. Donc ça, c'est une chose. Concernant évidemment le risque routier, comme tu l'évoquais, il y a plusieurs sujets que l'on va évoquer pendant nos formations au risque routier, puisqu'on a une formation qui est complète sur 2 jours. Donc, c'est 14 heures de formation. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment, on n'est pas en train de vous apprendre tout un tas de choses. On est simplement en train d'effleurer, de mettre en évidence qu'il y a vraiment des sujets à approfondir. Et dans ces sujets, comme tu l'as évoqué, il y en a un qui est bien voir et être vu. Alors, est-ce que, dans mes souvenirs, je crois qu'on avait pensé aussi à vérifier tous les papiers avant de monter en voiture. Oui, effectivement. On a fait aussi un petit film concernant ce sujet. Sandrine, je te laisse la parole. Donc oui, également un petit film vis-à-vis des papiers à prendre dans son véhicule pour éviter de se retrouver soit en verbalisation ou en simple contrôle ou même risquer l'immobilisation de son véhicule. Donc des papiers qui sont obligatoires, des papiers aussi fortement recommandés. Donc on a listé un petit peu l'essentiel de ces choses, même si on pourrait en rajouter. Mais voilà, on a essayé de lister l'essentiel de ce qu'il faut prendre avant de prendre la route. Avant tout déplacement, il faut bien s'assurer d'avoir tous les documents nécessaires. Si par ailleurs il manquait un document, ça pourrait valoir l'immobilisation du véhicule. Nous allons voir ça ensemble. Je vais vous parler un petit peu des papiers que nous devons avoir avant de prendre la route. Il y a des papiers qui sont obligatoires et nous avons des papiers qui sont fortement recommandés à prendre avant d'aller en voiture. Le conducteur doit partir avec son permis de conduire. Et il y a les papiers obligatoires pour l'identité du véhicule que l'on va conduire. Première chose, la carte d'identité du véhicule qui est le certificat d'immatriculation. Et ce véhicule doit bien évidemment être assuré, donc on prend aussi son attestation d'assurance. Là, il y a des équipements obligatoires à avoir à l'intérieur de son véhicule. Nous avons le gilet haute visibilité que l'on doit avoir à proximité du conducteur de manière à pouvoir l'enfiler avant de sortir de son véhicule pour aller par exemple récupérer son triangle qui est aussi obligatoire, triangle de présignalisation. Donc il est à l'intérieur de cette petite pochette. Petit rappel, le triangle de présignalisation, on le place à 30 mètres du véhicule, on le place à environ 30 mètres du véhicule qui doit être visible à 100 mètres. Ça sert à prévenir, on ne le met pas à 3 mètres du véhicule comme on pourrait trouver de temps en temps. Et si c'est en virage, on le place bien évidemment avant le virage. On a tendance à croire que ce constat doit être obligatoire, et bien non, il est fortement recommandé. Et fortement recommandé de le pré-remplir, puisque lorsqu'on a un accident, on va le remplir lors d'un accident, il y a toujours une part de stress. Voilà mon exemplaire pré-rempli, tout ça je le mets dans ma boîte à gants. On peut avoir aussi une lampe torche pour se signaler la nuit, on peut avoir une trousse de premier secours, ça peut être utile si on intervient les premiers sur un accident. On peut avoir une bouteille d'eau, quelque chose à manger, en cas d'immobilisation longue sur le bord de la route, ça peut être toujours utile qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. J'ai vu que vous avez eu droit à la trousse de secours du CIEMT. Oui, je l'ai eu justement lors des formations que j'ai fait en 2020. J'avais tout un groupe du CIEMT et j'ai eu tout comme eux. À la fin, on a eu le droit à une trousse de secours remise et j'ai eu le droit aussi à mon exemplaire qui a fini dans mon véhicule et que j'ai pris pour la vidéo. Je suis allée chercher dans mon véhicule, je la garde. Très utile, qui peut être très utile. Il y a plein de choses à l'intérieur. Elle est utile, cadeau utile. On est très très préventif au CIEMT, dites donc.
Oui, franchement, c'était bien fait, tous ces petits présents utiles, voilà, pour les adhérents. Et puis aussi, moi, j'en ai profité, c'était sympa. Une question de la part de Bérénice qui nous dit: pour les salariés qui utilisent leur véhicule perso dans le cadre du travail, j'ai vu que certaines entreprises mettent en place des incitations financières au bon entretien de la voiture. Quelle forme cela peut-il prendre et est-ce soumis à la cotisation impôt pour le salarié? Ah, c'est bon, je peux réfléchir à mon micro. Vas-y, réponds, parce que j'ai un problème de micro. Allô? Reviens là. Allô? Allez, j'ai perdu la connexion. Passe là. Tu vas toi? Ouais, vas-y. On entend Sandrine, hein? Vous entendez, Sandrine? Vous m'entendez là? J'ai perdu la connexion. Oui, c'est bon. On entendait Sandrine. Sauf que, attends. Sandrine, vous avez changé vous êtes devenue chauve, Sandrine. On les a perdus. Ça y est, on a perdu Centaure. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Une question de Chénaz. Très bon conseil. Existe-t-il des to-do list, des fiches conseils avant de prendre le volant pour les salariés concernés? Zélia et François? Ça existe automatiquement. Je crois même qu'il y en a sur le site de l'INRS, si je ne dis pas de bêtises, par rapport au risque routier. À vérifier, mais je crois que ça existe. Oui, j'en ai déjà vu sur le site de l'INRS, il y en a. Mais si on va sur le site de la sécurité routière, il y en a. Hein. On peut peut-être rajouter qu'actuellement, il y a un papier qui est obligatoire, qui est l'attestation couvre-feu, après 18 heures. Il y a le site INRS et qu'est-ce qu'on a dit d'autre, François? La sécurité routière aussi. Sécurité routière, d'accord, ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, Nathalie nous fait penser à équiper les véhicules d'un Rescue Me. C'est un petit outil qui sauve des vies. Alors, quelqu'un connaît cet outil? Pas spécialement, non. On va lui poser la question à Nathalie. OK. Alors, dernière chose, je pense qu'en voiture, il faudrait que l'on puisse voir correctement et être vu. Donc, faites-vous C'est un partager. porte-clés. C'est un porte-clés, a priori, pour casser les vitres. D'accord. Ou couper la ceinture. C'est un nom de marque, en fait. Centaure va vous proposer un atelier voir et être vu, qui est un élément extrêmement important pour se déplacer en toute sécurité. Conduire et il faut bien voir au niveau de nos essuie-glaces. Hein. Là, on va peut-être partir, il fait beau et puis on va se prendre une grosse averse. Donc vérifier que nos essuie-glaces fonctionnent bien, qu'ils ne soient pas déchirés, qu'ils ne laissent pas de traces, qu'ils ne couinent pas. Il y a un conseil pour les changer, on les change une fois par an. Rétroviseur intérieur, bien évidemment aussi, qu'ils soient propres. Hein. La fois on les règle, on laisse des traces de doigts. Si on fume à l'intérieur du véhicule, ça peut laisser un film opaque et réduire un petit peu la visibilité, permettre de moins évaluer les distances des véhicules derrière. Les rétro-extérieurs qui nous servent aussi à voir ce qui se passe à l'extérieur du véhicule, soient également bien fixés, en bon état, pas cassés, propres, puisque ça peut jouer aussi sur l'appréciation des distances des véhicules qui sont à l'arrière. S'assurer de ça avant de partir, sinon on va avoir un chiffon, hop, mettre un pied coup avant de partir, pour éviter tout danger. C'est quand même essentiel d'être vu que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Il y a déjà une distinction au niveau de la couleur. La partie blanche ou jaune, on sait que le véhicule arrive vers l'avant et quand on voit du rouge, c'est l'arrière du véhicule qu'on voit. Pour voir si nos feux sont fonctionnels, en bon état, bien fixés aussi. Le seul moyen, c'est de les allumer. J'allume l'intégralité de mes feux, que ce soit avant ou arrière. Donc mes feux de position, mes feux de croisement, mes feux de route,
brouillard avant et brouillard arrière, ainsi que mes feux de détresse pour vérifier que tout fonctionne bien. Déjà, ça s'allume correctement au tableau de bord. Comme tout voyant, ceux-ci peuvent aussi avoir des défaillances, donc rien de mieux qu'un contrôle visuel en direct, c'est pareil, ça ne prend pas de temps. Donc je vais aller vérifier tous mes feux. Dernière chose à vérifier pour aussi la sécurité lors de mes freinages, pour être visible suffisamment tôt, mes feux de stop. La sécurité, on vient de le voir avec les feux, donc c'est de pouvoir être vu, de voir, mais notre possibilité aussi de voir, c'est à travers les pare-brises. Il existe quand même des angles morts autour du véhicule, et ces angles morts, on peut également les retrouver à l'intérieur du véhicule par les montants du pare-brise, mais par tout ce qui peut aussi faire obstacle à la vision dans l'intérieur. Donc faire attention à tout ce qui est support de téléphone, support de GPS, éviter de multiplier les supports qui peuvent créer des angles morts supplémentaires, mais aussi la vision du conducteur qui doit être correcte pour pouvoir prendre la route. Petit rappel, c'est 5/10 minimum à l'ensemble des deux yeux pour pouvoir être sur la route. La médecine du travail vérifie cette vue, et on le sait que cette vue ne va pas aller dans le bon sens, elle va évoluer, elle va évoluer de manière négative. Plus on va prendre de l'âge, plus cette vision peut se modifier. Donc pas hésiter à faire un contrôle régulier chez l'ophtalmo, et un contrôle régulier encore plus souvent quand on porte des lunettes. Sandrine, une question de Monique. Est-ce que le rétroviseur à droite est obligatoire? Alors, le rétroviseur à droite n'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'il équipe de plus en plus les véhicules récents. Par contre, il va être obligatoire pour la personne qui est borgne, puisque le borgne a le droit de conduire s'il est en adéquation avec la réglementation, notamment ses 5/10 sur l'œil restant, mais lui, il a l'obligation d'avoir le rétro qui va être spécifié sur son permis de conduire. Je ne vois pas pourquoi le borgne se doit d'avoir un rétroviseur droit, c'est bizarre. C'est pour augmenter la visibilité, vu qu'il y a une défaillance, il y a un œil manquant, en fait, c'est pour compenser cette manque de visibilité. En fait, c'est la réglementation qui oblige d'avoir ce rétro en plus. Pour qu'il puisse taper avant d'écraser la personne, c'est ça? Tout comme le sourd, par exemple. Le sourd, les sourds ont le droit de conduire, et ont l'obligation d'avoir ce rétro extérieur à droite. C'est curieux comme truc. Bon, ok. Est-ce qu'on peut répondre à Bérénice sur sa question? Oui, donc excusez-nous, on a perdu la connexion tout à l'heure, j'en suis désolé. Donc il y a des frais kilométriques qui permettent donc à une entreprise de compenser la charge financière de l'utilisation de son véhicule personnel, qui va être mesurée en fonction du véhicule. Et il faut faire attention à ça parce que souvent l'entreprise ne vérifie pas l'état du véhicule et donne des frais kilométriques. Mais souvent, les gens n'entretiennent pas le véhicule, ils ne payent que l'essence et donc ne vont pas forcément changer les pneumatiques parce que ça, en fonction des véhicules, ça peut être plus ou moins onéreux. Donc, il faut faire quand même attention à cela et j'encourage, au-delà des frais kilométriques, à l'entreprise d'aller vérifier, d'aller faire le tour du véhicule par un professionnel, enfin quelqu'un qui puisse en tout cas avoir un avis pertinent sur le sujet pour avoir ces déplacements au maximum en sécurité. Voilà. Si c'était bien la question. Allô? Oui, Vince. J'espère qu'on a répondu à votre question, Bérénice, et sinon, n'hésitez pas à nous remettre une question. En attendant, si vous pouvez nous donner votre feedback sur le niveau de satisfaction au niveau des outils pour cet échange, et surtout, quel est votre niveau de satisfaction pour le sujet traité ce soir? Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Micro, oui, j'arrive. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois non. On n'a plus de questions. Une question de Michael. Les objets connectés ne favorisent-ils pas la distraction et du coup un effet contre-productif pour le conducteur? Eh bien, c'est quelque chose qu'il va falloir réussir à gérer cela. Je pense notamment
peut-être un GPS, donc un appareil connecté comme un autre, il va falloir apprendre à conduire avec, parce que sinon on va avoir le nez sur le GPS au détriment justement de bien voir et être vu. Donc il va falloir s'exercer peut-être à un moment donné pour l'utilisation de cet appareil avant le départ. Donc un trajet, quel qu'il soit, ça s'anticipe à travers chaque véhicule, ne serait-ce qu'un véhicule entre une Clio manuelle et une Clio boîte automatique. Nous avons les deux cas chez Centaure. Nous avons un parc de véhicules automatiques et manuels. Et l'autre jour, un stagiaire est passé d'un véhicule à l'autre et il ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre le temps avant de partir, de s'intéresser à comment régler les rétroviseurs, comment gérer la boîte de vitesse. En fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent le véhicule, qui commencent à faire quelques kilomètres et ensuite qui commencent à régler certaines choses du véhicule. Donc ça, c'est vraiment une mise en situation qui aggrave la situation. Donc, si on retient bien, un trajet, un déplacement se prépare. Assurément, assurément. Et tout au long de sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, le Vince, entre tes 20 ans, tes 40 ans et tes 60 ans, tu ne seras pas le même. Tu vas évoluer à travers ta perception, ta capacité à conduire, et surtout, depuis 20 ans, 30 ans, l'environnement extérieur va énormément changer. On l'a bien vu tout à l'heure sur la fatigue, notamment au sommeil. Donc, il y a 1h30 de sommeil en moins qu'il y a 30 ans, je crois. En tout cas, on dort beaucoup moins, on vit autrement. Donc, peut-être que j'étais un très bon conducteur avant, et c'est pas pour autant que je serai un bon conducteur demain. Et il y a tous les risques psychosociaux, on n'est pas tous les jours égaux non plus face à la route. Il y a des jours où on est plus enjoué, plus amené à conduire, et d'autres jours on est moins en forme, et donc peut-être moins réactif aussi. Donc, et c'est vraiment des choses qui se préparent. Et comme tu l'as rappelé, c'est un risque professionnel extrêmement important et qui est malheureusement beaucoup trop banalisé. Donc, c'est pour ça que nous, on communique énormément sur ce sujet, accompagné du CIANT justement sur les entreprises. Une dernière question d'Hervé. Est-ce que la problématique du travailleur isolé s'applique aussi lors de sa conduite? C'est-à-dire? Notamment une personne qui a 4 heures de route à faire pour une intervention, est-ce qu'on considère qu'il est travailleur isolé parce qu'il est tout seul à son volant? En tous les cas, c'est 4 heures pour aller au travail, c'est du domicile trajet-travail. Il est tout seul, il est isolé. Oui, enfin, d'une certaine manière, il est isolé. Et puis, il ne faut pas justement qu'il se sente isolé au point d'appeler par téléphone et par Bluetooth des personnes pour se sentir mieux au volant, parce qu'il pourrait déplacer le problème à ce moment-là. Donc, je ne suis pas sûr de bien répondre à la question, mais Sandrine, est-ce que tu veux compléter autrement? Non, c'est comme ça. Donc Je voilà. crois. Alors, pour compléter, Olivier, de mémoire, je crois qu'il y a de plus en plus de véhicules qui sont équipés d'un système de déclencheur d'alerte lorsqu'il y a un accident qui arrive et le conducteur n'a rien à faire et ça déclenche vraiment la balise et ça alerte les secours à proximité. Alors, il y a plusieurs systèmes. En fait, il va y avoir un système de surveillance du véhicule de devant. Donc, par exemple, sur certains véhicules, lorsque ça freine rapidement devant et que le conducteur ne réagit pas, il peut y avoir sur certains véhicules, donc pas tous, donc il faut faire attention. Et en plus, il ne faut pas l'utiliser comme une aide, mais quelque chose de sauvetage. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que ça n'arrive pas et au dernier moment, si on a mal réagi, cette aide va peut-être réduire l'impact, la vitesse de frappe avec le véhicule de devant pour avoir peut-être des blessures moins importantes. Donc, il faut voir ça comme une aide. Une fois qu'on a un accident, donc l'accident a eu lieu, si la décélération est très importante, il peut y avoir, ça fait un véhicule moderne, un équipement qui va prévenir automatiquement les secours. Peut-être que suite à un choc, je serais inconscient et certaines voitures connectées vont appeler directement, en localisant le lieu de l'impact, les secours pour venir me secourir, moi, et au lieu de l'environnement de l'accident. Après, il y a aussi des aides comme le franchissement de lignes blanches, par exemple. Tu es sur l'autoroute et si ta voiture se déporte un peu trop, tu peux avoir le véhicule qui aujourd'hui, ce n'est pas un véhicule autonome, mais en tout cas qui dispose pendant quelques secondes de la capacité à garder sa voie avant de prévenir le conducteur en disant attention, attention, reprenez votre volant. Donc, il y a tout un tas d'aides. Mais il faut vraiment voir ça comme quelque chose de secours. Ce n'est pas quelque chose qui doit déresponsabiliser le conducteur. Et justement, aujourd'hui, la sécurité routière passe par la responsabilisation des uns et des autres. Donc, attention à ces aides électroniques, comme le soulignait un certain Michael tout à l'heure.
Oui, surtout, je voudrais rajouter que 4 heures de route, alors c'est souvent quand ils sont appelés sur des interventions, ça peut être des astreintes, ça peut être des astreintes de nuit. Ils sont pressés de rentrer chez eux. Donc là, on va être dans le délai où ils vont rouler peut-être même sans faire de pause. Donc, le risque est encore plus accru par rapport à la somnolence, ce qu'on disait. Et c'est là où, comme il est pressé de rentrer, il ne va pas prendre conscience de ce risque et on peut se retrouver, comme il est isolé, avec un accident. Mais écoutez, on va arrêter là la dernière question pour vous remercier, vous, nos intervenants, pour ce soir. Nos invités étaient très satisfaits du sujet traité, à 69%, satisfaits à 31%, et bien sûr, les outils les ont bien satisfaits également. Il est 18h40, il est temps de se quitter. Merci encore, merci aux invités, merci à vous, intervenants, François, Zélia, Olivier et Sandrine. Merci Vince, à toi. Merci à Zélia, merci à toi. Merci. Merci à tous. Vous avez accès au replay, n'hésitez pas à regarder. Il y a plein de conseils, plein de petits trucs pour vous maintenir en vie, pour vous maintenir en forme, en tout cas pour ne pas que vous soyez complètement perdu à votre volant. Un grand merci et puis à très vite. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir.